minutes, one of the radio operators had become incapable of using his set, and the efficiency of the rocket launcher team was also very impaired. 10 minutes later, radio communication had become difficult, if not impossible, but the men are still capable of sustained physical effort. This man nearly succeeded in felling this tree using only a spade. But 1 hour and 10 minutes after taking the drug, with one man climbing a tree to feed the birds, the troop commander gave up, admitting that he could no longer control himself or his men. En 1954, l'écrivain Aldous Huxley publie Les Portes de la Perception, un livre qui raconte ses visions sous mescaline et fait découvrir l'expérience psychédélique au grand public. Pensez-vous que les écrivains d'anticipation pourraient en tirer un bénéfice ? Eh bien, je pense que les gens qui pourraient en bénéficier le plus sont les professeurs. Je pense qu'il serait excellent que quiconque ayant des idées fixées, une certitude absolue sur les choses, prenne cette substance. Il se rendrait compte que le monde que nous avons construit n'est en aucun cas le seul monde, qu'il existe d'autres types d'univers extraordinaires, des mondes que nous pouvons habiter, ce qui devrait nous remplir de gratitude. Alexander Shulgin, aujourd'hui âgé de 80 ans, a consacré toute sa vie à la chimie hallucinogène. Dans son petit laboratoire à domicile, près de San Francisco, il a inventé plus de 150 molécules psychédéliques. Il est considéré comme un chimiste de génie et ses résultats sont publiés dans les revues scientifiques. Je crois que le terme utilisé par Huxley, les portes de la perception, est tiré de l'œuvre de William Blake. Je crois qu'il dit, si les portes de la perception étaient ouvertes, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est. Et je pense que faire en sorte que chaque chose soit disponible et perceptible de la manière où Huxley lui-même l'entendait dans ses écrits est une chose dangereuse. C'est la schizophrénie. On a accès à tout. Regarde ça. Je me souviens de ça, de ça. Je me souviens d'avoir parlé à Dieu et je me souviens de tout ce qui s'est passé. On n'est plus capable de se comporter sans danger en société. C'est le côté négatif des portes de la perception. Le LSD ne crée pas de véritables hallucinations, mais altère ou déforme les perceptions. Cet effet est dû à son action sur les réseaux d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Le LSD se fixe sur les récepteurs 2A de la sérotonine et provoque une hypersensibilité aux couleurs, aux formes, aux sons et au toucher. Dans les années 40 et 50, des psychiatres américains s'intéressent au LSD qui induit des états proches de la psychose pour essayer de comprendre les mécanismes de la schizophrénie. Pour qualifier ce type de drogue, un psychiatre anglais propose alors le mot psychédélique, qui signifie en grec « qui dévoile l'esprit ». Au début des années 60, un professeur en psychologie de Harvard, Timothy Leary, devient un fervent prosélyte du LSD. L'effet est comparable à celui d'un microscope. Quand vous observez quelque chose au microscope, vous découvrez soudain un monde invisible autour de vous, un monde que vous ne connaissiez pas auparavant. C'est la même chose avec les drogues psychédéliques. Vous prenez conscience des processus qui se déroulent à l'intérieur de votre cerveau, de l'énergie que s'échangent vos organes sensoriels, mais aussi de l'énergie qui les entoure et que vous n'aviez jamais ressentie. Le mot d'ordre de Timothy Leary, turn on, tune in, drop out. Branche-toi, accorde-toi, lâche tout. Atteint toute une génération. L'écrivain Ken Kesey et sa bande, intitulée Les Joyeux Lurons, sillonnent les États-Unis à bord d'un bus à fleurs en prônant l'usage d'acide, le surnom du LSD.
Au milieu des années 60, la consommation de drogues psychédéliques explose. Le LSD accompagne le mouvement hippie, le bouillonnement artistique et musical de la contre-culture et la vague pacifiste. Des politiciens déclarent même que l'acide est plus dangereux que la guerre du Vietnam. En 1966, les États-Unis, suivis par d'autres pays, finissent par interdire le LSD et toutes les drogues psychédéliques. Il est alors devenu difficile pour les psychiatres et les médecins de se servir de ces drogues comme outil de recherche. La recherche a donc vraiment décliné. Puis, avec le développement des nouveaux outils dans les années 80 et 90, on est revenu à la question de savoir comment ces drogues agissent sur le cerveau, comment elles affectent les neurones. Au-delà de la psychologie, on cherche plus à comprendre ce qui interfère avec les réseaux neuronaux, les neurones et les sites récepteurs. Une nouvelle vague de recherche a donc commencé dans les années 90. Les rats ne peuvent pas raconter leur vision sous LSD. Mais c'est en observant ce qui se passe dans leur cerveau qu'on a commencé à comprendre les mécanismes d'action des drogues psychédéliques. There seems to be an interaction between the effects of the drug and stress. When you give a large dose of either mescaline or LSD, one of the things that you notice is it produces catatonic behavior. Like this animal had a large dose of LSD, and you can see how relaxed he is, and you swing him around. The difference between a rat without any hallucinogen. One of the main things, you put him in a very bizarre posture and he just stays there, which is not true for a normal animal. En plus de stimuler les récepteurs 2A de la sérotonine, le LSD perturbe les circuits de deux autres neurotransmetteurs. Le glutamate est un accélérateur de l'information. Son activation explique la vitesse et les troubles de la pensée. La stimulation des circuits de la dopamine explique quant à elle la sensation d'euphorie. Il y a beaucoup d'effets secondaires. On peut dire que c'est une cascade d'effets. Ce que nous essayons de comprendre, c'est comment ces altérations sont reliées aux altérations de la perception ou de la psychologie que l'on voit spécifiquement avec ce type de drogue. Au début des années 90, de nouvelles techniques d'imagerie cérébrale font leur apparition. La tomographie par émission de positons et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle permettent d'observer les zones du cerveau activées par les drogues. Franz Vollenweider et son équipe décident alors de reprendre à zéro l'étude des hallucinogènes avec ces nouveaux outils. We think that, on the one hand, the profound alterations we can see with these drugs. Nous pensons que, d'un côté, la profonde altération que l'on constate avec ces drogues quand les gens sont dans un état euphorique et extatique nous donne une idée de comment le cerveau est organisé et comment il fonctionne lorsqu'on est dans cet état extatique. Et de l'autre côté, l'autre état ou l'autre pôle de cette dissolution de l'ego, c'est quand on perd son image propre, quand on perd son autonomie, que l'ego vole en éclats. Cela se rapproche beaucoup des états de type schizophrénique. When a person comes in with this type of problem, the only way you can make contact is physically, by hugging them, holding their hand, and trying to make them feel the presence of your body. And by holding a person, you give them a certain reality, the feeling of someone near them, someone who's helping them. Franz Vollenweider compare l'état d'angoisse profonde provoqué par le LSD à une fragmentation de l'ego. Dans le cerveau, cette sensation est due à une suractivation du thalamus, le centre de tri des informations, mais aussi à une sous-activité du cortex, un état cérébral qu'on retrouve chez les schizophrènes.
L'état extatique, en revanche, est associé à un sentiment de plénitude océanique. Il est dû à une grande activité dans plusieurs zones du cortex et à une mise en veilleuse de l'amygdale qui gère la peur. À ce stade, nous n'avons aucune preuve que les hallucinogènes classiques du type LSD entraînent une dépendance. Il peut y avoir une certaine dépendance psychologique, mais il n'y a pas de symptômes somatiques